Pour travailler légalement aux États-Unis, il faut avoir un numéro de sécurité sociale et puis être un résident permanent ou avoir un permis de travail, un work permit. C'est avec ces deux éléments que vous commencez à chercher du boulot aux États-Unis. Bonjour chers frères et sœurs, chers abonnés, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Je continue mon histoire avec l'immigration. Et donc, quand nous sommes arrivés ici aux États-Unis, je vous ai parlé du loyer. Hein. Donc là-dessus, on était donc chez nous maintenant. Et après ça, il fallait commencer les formalités administratives. La première chose qu'on a faite, c'est d'aller faire la demande de numéro de sécurité sociale. On a fait la demande de sécurité sociale 2 semaines après notre arrivée. Pourquoi? Parce qu'on a hésité. Il y a des gens qui nous disaient « Attendez, ça va venir avec votre green card en même temps. » Et il y en a d'autres qui disaient « Non, il faut aller faire la demande. » Donc on s'est dit « Ok, on va attendre un peu. » Et donc après 2 semaines, il y a quelqu'un qui nous a dit « Écoutez, allons, je vais vous accompagner faire la demande. » Donc on est partis. On a fait la demande de numéro de sécurité sociale avec nos passeports, avec les visas immigrants. Et donc quand on a fait la demande, c'est venu 2 semaines après. C'est-à-dire 1 mois après notre arrivée, on a obtenu le numéro de sécurité sociale. Ce sont des petites cartes. Il n'y a pas de photo là-dessus. Ce sont des cartes sans photo. Mais c'est des cartes, c'est une pièce d'identité, mais sans photo. Voilà. Et donc, après cela, nous avons attendu encore, je crois, un mois pour recevoir les green cards. La petite histoire, c'est que moi, je n'ai pas reçu ma green card à temps. Quand les green cards sont arrivés, la mienne n'était pas parmi les green cards qui étaient là. On a dû aller encore au bureau d'immigration pour le demander. Et ils nous ont dit que ma green card à moi est partie à Atlanta, à la première adresse qu'on avait fournie, quand on a habité la DS 260. L'ami de mon mari qui était à Atlanta, je ne sais pas si vous vous souvenez, ma green card est partie là-bas. Et la green card des autres est venue directement là où on habitait. Parce qu'au fond, quand vous arrivez à l'aéroport, ils vous demandent là où vous allez habiter. Mais nous, on est arrivé à l'aéroport à Dallas, alors que le dossier disait Atlanta. Donc, ils nous ont demandé, mais où est-ce que vous allez habiter à Dallas? On avait l'adresse de l'appartement que le frère avait pris pour nous, avait réservé pour nous. Donc, on a donné l'adresse de l'appartement. Et donc, c'est là que la green card des autres sont arrivées. Et moi, la mienne, moi qui étais sélectionné applicant principal, ma green card est partie à Atlanta. Et plus tard, c'est revenu. Donc, j'ai reçu ma green card autour du mois de janvier, fin janvier. Mais pour les personnes célibataires et sans enfants que j'ai croisés ici, les Ivoiriens que j'ai croisés ici, qui sont venus seuls, ils ont reçu leur green card 2 semaines après. Il y en a même qui ont reçu leur green card et leur social en même temps. Vous voyez, donc là, bon, les expériences sont diverses. Il y en a que je connais qui ont reçu les deux pièces en même temps. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller encore faire la demande comme nous on l'a faite. Ils ont reçu les deux en même temps. Et c'est avec ces 2 éléments qu'on commence maintenant à chercher du boulot aux États-Unis. Bon, ici, il y a plusieurs façons d'avoir du travail. En gros, hein, je parle en général, il y a les applications. Bon, vous allez entendre le terme application, souvent. C'est la demande, en fait. Il parle d'application pour tout, demande. Ça veut dire demande. Ce qui m'a frappé aux États-Unis concernant le boulot, c'est qu'il y a du travail disponible. C'est surprenant ce que je dis, il y a du travail disponible. C'est vrai, ça dépend aussi du niveau hein, d'intervention. Mais en gros, pour les petits boulots, pour ceux qui sont immigrants par exemple, il y a du travail disponible. Et il y a plusieurs manières de trouver du boulot. Ce sont les maisons de placement, les staffing office. Ce sont les maisons de placement, ça veut dire que ce sont des personnes qui trouvent des employés pour des compagnies. Il y a aussi les sites internet, qui sont aussi des sites de recrutement. C'est-à-dire qu'ils recrutent des employés pour des compagnies. Il y a les sites comme ZipRecruiter, Indeed et même LinkedIn. LinkedIn aussi est un moyen de trouver du boulot. Maintenant, il y a les compagnies elles-mêmes qui peuvent aussi recruter à partir sur le site internet. Mais généralement, pour nous qui sommes immigrants, c'est les maisons de staffing. Donc, vous allez dans la maison de staffing, la maison de placement, donc de recrutement, et ils vous proposent plusieurs postes dans différentes compagnies et vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Pour choisir, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si vous venez comme vous n'avez pas de voiture, vous allez surtout prendre un boulot soit qui est tout près de chez vous, là où vous pouvez marcher un peu, ou bien
prendre un boulot qui est accessible au transport en commun. Parce qu'ici au Texas, par exemple, le transport en commun n'est pas vraiment développé. Et au départ, quand je suis venue, on a pris un boulot qui était accessible au transport en commun. Il y avait un arrêt de bus juste à côté de l'entreprise où je travaillais. Et de chez moi à là-bas, pour vous donner une idée du temps que ça met, je faisais près de 2 heures, 2 heures et demie de trajet. Pourtant, en voiture personnelle, c'était 35-40 minutes maximum. Pour vous dire quoi, que ici au Texas, à Dallas en particulier, le transport en commun n'est pas du tout développé. Donc, le choix du boulot va dépendre de votre mobilité. Ça va dépendre aussi de peut-être de la proximité du travail avec votre lieu d'habitation. Les boulots les plus faciles à obtenir, ce sont les boulots dans les restaurants ou les fast-food. Il y en a beaucoup. Donc, c'est pas difficile de trouver un boulot dans un fast-food. Si vous ne parlez pas anglais, vous serez à un poste où vous n'avez pas à communiquer avec les clients. Ils le savent. Ici, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Enfin, beaucoup, j'exagère un peu, mais il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Par exemple, les Mexicains qui viennent et tout, au départ, ils ne parlent pas anglais. Mais ils travaillent quand même. Donc, ils sont à des postes, ils sont à la cuisine. Ce sont eux qui font la cuisine. Un autre boulot aussi, c'est dans les compagnies de fabrication de produits divers. Donc, moi, par exemple, quand je suis venue, je travaillais dans une compagnie de réparation de téléphones cellulaires. Je vous assure. Réparation de téléphones cellulaires, c'est ce que j'étais obligée de faire. Mais c'était un boulot qui était tranquille. Pourquoi? Parce que on pouvait s'asseoir pour travailler. Parce que généralement ici, les gens travaillent debout. Dans les supermarchés, par exemple, les gens travaillent debout. Même les caissières, elles sont debout. On travaille 8 heures. 8 heures, c'est l'heure, c'est le temps normal de travail. 8 heures par jour sur 5 jours. Donc, ça fait 40 heures par semaine. Et sur les 8 heures, il y a 2 ou 3 pauses selon les compagnies. Quelquefois, il y a 2 pauses, quelquefois, il y a 3 pauses. Mais il y a au moins une pause de 30 minutes et une pause de 15 minutes. Bien séparées. Et donc, vous travaillez debout avec les 2 ou 3 pauses. Donc, pour cela, il faut avoir l'équipement. Il faut avoir les bonnes chaussures et tout ça. Donc, dans bien de boulot, pour ceux qui vont travailler dans le supermarché, vous allez devoir travailler debout. Même les caissières, travailler debout. L'âge n'est pas un problème pour le boulot aux États-Unis. Moi, j'avais 50 ans quand je venais. Mais je travaillais quand même dans cette entreprise de réparation de téléphones cellulaires. En quoi consistait le travail? On devait démonter les portables, les téléphones portables. C'était des iPhone 6 à l'époque. Avant que les iPhone 7 ne viennent, c'était des iPhone 6. Donc, on démontait et on envoyait à la réparation. Il y avait des gens qui réparaient. Au départ, on faisait la réparation de bout en bout. On démontait, on évaluait le téléphone et puis on identifiait une panne ou des pannes possibles et on essayait de réparer avec des pièces neuves pour voir exactement ce qu'il y avait. Ce qu'il y a, c'est que ici, les compagnies, ils forment. On ne demande pas d'expérience. J'avais aucune expérience. Aucune expérience. Ensuite, je n'avais pas non plus de diplôme dans le domaine technologique. Ils te forment. On te dit, écoute, on veut que tu démontes le téléphone. Voilà comment tu démontes le téléphone. Voilà les vis qui sont là. Tel tournevis sert à ça. Telle pièce sert à ça. Tel élément. Et voilà comment tu fais. On vous forme pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines. Mais pendant la formation, vous êtes payé. Vous êtes déjà embauché, donc vous êtes payé. Et puis après, on te laisse travailler seul avec un superviseur qui est là pour aider à tout moment. Donc, l'âge ne pose pas de problème. La formation préalable. Un autre domaine dans lequel les immigrants travaillent beaucoup quand ils arrivent, c'est dans le domaine de la santé. Je dis santé, c'est plutôt dans le domaine de la prise en charge, par exemple, des personnes âgées. On appelle ce boulot-là les CNA. Il y a une formation qu'on peut faire sur 3 mois ou 6 mois, mais il y a des gens qui sont CNA sur le tas, ils apprennent sur le tas, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés, et puis sur le tas, on les forme, comme je vous ai dit. Ici, les compagnies forment les employés. On peut te former sur place, on peut te donner un certificat ou pas, mais tu as la formation pour faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent que tu fasses, ils te forment pour le faire. Donc, même pour être CNA, c'est vrai qu'il y a des formations en ville, mais ce n'est pas une obligation d'avoir une formation CNA, un diplôme, pour travailler dans une maison de retraite ou dans une structure qui embauche les CNA. En continuant sur les domaines dans lesquels les gens travaillent ici, il y a
aussi le domaine de la coiffure. Bon, il y a quelques personnes qui viennent, surtout quand c'est des femmes qui viennent et des jeunes filles, avant d'avoir la green card, de recevoir la green card et la social security card, les 2 mois là d'attente, il y en a qui commencent déjà à travailler comme coiffeuse. Je connais une famille, ils sont venus, c'est des Togolais, ils sont venus et quand ils sont arrivés dans la même semaine, la femme qui était déjà coiffeuse au Togo a pu s'insérer dans un salon de coiffure ici, tenu par une Togolaise qui était là depuis longtemps avant. Et puis déjà, elle avait commencé à se faire un peu d'argent. Et c'est ce qui leur a permis plutôt de vivre en attendant de recevoir leur green card et de demander de postuler pour des boulots beaucoup plus mieux payés. Mais la dame, en fait, elle a continué d'être coiffeuse. Elle est encore coiffeuse. Là, elle a son salon aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont coiffeuses, qui savent tresser, qui savent faire les petites choses, des ongles et tout ça, en venant ici comme immigrant, la première chose à faire, c'est de trouver un salon de coiffure qui va vous accueillir et puis vous permettre d'avoir un peu d'argent avant de trouver un autre type de boulot. Aujourd'hui, j'ai essayé tant bien que mal de vous parler un peu du domaine du travail aux États-Unis parce qu'il y en a qui m'ont demandé ça, le travail aux États-Unis. Mais de toutes les façons, on ne peut pas être exhaustif en une seule vidéo. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, il y aura des compléments d'information. Encore une fois, merci de me suivre.